Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui a un thème assez spécial car aujourd'hui je vais vous présenter que des histoires qui ont un lien avec Noël. Il va y avoir du thread horreur de Reddit, mais aussi ici et là des petites histoires de true crime, alors pas extrêmement détaillées, mais vous en aurez un petit peu entre les threads pour voir un peu autre chose. C'est mon cadeau de Noël. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à laisser un j'aime sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous souhaitez vous-même me partager une histoire qui vous est arrivée, vous pouvez le faire sur Instagram. J'espère que vous êtes bien installés. Et si c'est le cas, eh bien je vous invite en ma compagnie à saccager Noël. Dans le premier témoignage que je vais vous partager, je vais vous raconter ce qu'a raconté quelqu'un que nous appellerons Lewis. Lewis nous dit qu'il était chauffeur. Il travaillait pour différentes entreprises et il faisait ce métier afin de financer ses études. Au moment de son histoire, nous sommes à la veille de Noël au cours de l'année 2020. Toute la journée, il a passé son temps à conduire avant le soir de se rendre chez sa mère afin d'entamer quelques festivités. Il devait y aller avec sa femme mais également son nouveau-né. Ça devait être une soirée plutôt ordinaire, un Noël comme il avait l'habitude de le fêter, mais pendant la journée, il devait bel et bien travailler et faire des livraisons ici et là. En gros, pour contextualiser un petit peu le type de métier que faisait Lewis, c'est pas du tout chauffeur routier. En fait, ce qu'il faisait, c'était de la livraison de courses à domicile, ou alors il faisait parfois même le chauffeur, un peu comme un chauffeur Uber, il faisait tout type de livraison. C'était des livraisons de produits, donc de courses, de nourriture, ou des livraisons même de passagers. Il faisait le taxi. Et donc, il a eu une course dans un complexe d'appartements qui semblait, ma foi, plutôt modeste. Il a rencontré la personne qu'il devait escorter. Cette personne avait plein de bagages qui ont logé de justesse dans le véhicule de notre ami Lewis, car il avait son propre véhicule qui n'était pas très grand. Tout est rentré. Avec un peu de mal, mais finalement, la course a pu commencer. Pendant le trajet, le passager qu'a pris Lewis parlait énormément. Et il parlait de choses assez personnelles, c'est pour dire, ce passager racontait à Lewis que sa petite amie, voire sa femme, le trompait. D'ailleurs, il avoue que le même jour, un peu plus tôt, il avait surpris sa compagne avec son amant. Ne voulant pas rester dans cette situation et sachant que le bail de l'appartement était au nom de la compagne, le fameux passager a décidé de prendre ses affaires et de partir sur le champ. Le point de destination de ce passager était donc un hôtel afin qu'il puisse poser ses affaires et trouver donc une solution de repli. Et l'hôtel se trouvait dans un endroit qui était assez connu dans la ville. L'endroit était une rue qui était connue comme la rue de tous les vices. Il y avait des prostituées, de la drogue, beaucoup de ventes d'alcool. C'était le combo parfait pour pouvoir réaliser des larcins si on en avait envie. Lewis arrive au niveau de l'hôtel et le passager demande à Lewis de patienter quelques instants le temps que lui-même récupère sa clé. Lewis accepte de patienter, il se dit que de toute manière, si jamais il doit se défendre, il le peut car il a dans sa voiture une arme à feu qui est cachée, chose qui était normalement interdite par l'entreprise qui l'employait, le sorte de Uber. Lewis a bien sûr une bonne raison d'avoir un moyen de se défendre, c'est qu'il a déjà été lui-même menacé, que ce soit par des couteaux ou même des armes à feu. Donc il préfère jouer la carte de la sécurité, même si ça ne respecte pas forcément les règles de son travail. Lewis, pendant qu'il patientait, regardait un peu autour de lui, il voyait des sans-abri, des personnes droguées avec encore la seringue dans le bras, rien de très rassurant, mais Lewis connaissait la réputation de la rue, donc il n'était pas non plus extrêmement surpris. Le fameux passager est revenu avec sa clé et donc Lewis l'a aidé à décharger ses différentes affaires. Il avait beaucoup de bagages. Et alors qu'il est en train d'aider son passager à décharger les fameux bagages du véhicule, Lewis regarde qu'un peu plus loin, toujours à l'hôtel, en fait toutes les chambres étaient au rez-de-chaussée, qu'il y a un homme qui est sorti avec deux femmes qui allait vers une autre chambre qui n'était pas la chambre qui allait être occupée par le fameux passager. Une des femmes a toqué à la porte et un homme, armé d'un fusil à pompe, a ouvert la porte et a accueilli tout le groupe à l'intérieur. Effectivement, en voyant ça, on peut avoir quelques sueurs froides. Et quelques secondes après que la porte se soit refermée, Lewis a entendu des cris venant de la chambre. Et là, c'est comme s'il attendait le bruit du fusil à pompe. Il pensait qu'il allait avoir un massacre. Mais avant qu'il ne puisse entendre quoi que ce soit, son passager lui a dit « T'inquiète pas, je vais m'occuper du reste. Tu peux y aller, joyeux Noël ». Le passager a arraché le carton que Lewis avait dans les mains. Il lui a donné 5 $ de pourboire. Et là, Lewis est complètement pétrifié. Il se dit qu'il devrait probablement
aller chercher son arme à feu, car s'il y a effectivement un crime qui va être commis dans cet hôtel, les personnes qui sont responsables ou victimes l'ont vu. Et Lewis se dit à l'intérieur de lui-même qu'il est possible qu'il soit un témoin gênant et donc que les personnes qui sont clairement douteuses viennent s'en prendre à lui. Lewis prend une toute autre décision. Pas d'affronter la situation qu'il a en face de lui, mais de prendre la fuite. Il rentre donc dans sa voiture et il démarre. C'est un peu plus loin, une fois qu'il est sorti de cette fameuse rue de tous les vices, que là il appelle la police pour expliquer tout ce qu'il s'était passé. Une fois la police contactée, Lewis a signalé sur l'application qu'il utilisait pour faire ses courses qu'il mettait fin à son service, non pas qu'il démissionnait mais qu'il avait fait assez de courses pour la soirée, et il est parti. Un peu plus tard dans la soirée, la police a rappelé Lewis. La police a indiqué qu'ils avaient enquêté suite au signalement de notre ami, mais qu'ils n'avaient rien trouvé. Pas d'homme armé, pas de femme, et ils ont trouvé effectivement des personnes dans la chambre où tout ce groupe était rentré, mais c'était des personnes apparemment complètement différentes que celles que Lewis avait vues, et ces personnes ont dit que jamais rien ne s'était produit de bizarre. Tout est bien qui finit bien pour notre ami Lewis, il n'a pas été mis en danger, c'est ici le plus important dans cette histoire, et on peut comprendre que pour une veille de soirée de Noël, cette situation marque les esprits. Ça m'étonnerait pas qu'à chaque fois que Noël arrive, Lewis repense à ce qui s'est passé pendant cette fameuse période. Passons à notre première petite histoire de True Crime. Cette histoire est une histoire que vous connaissez très certainement, le nom de la victime est un nom qui a fait le tour du monde, c'est celui de John Bennett Ramsey. Cette petite fille était une mini-miss, elle participait à des concours de beauté pour enfants, elle en avait gagné un certain nombre et donc elle était plutôt réputée dans la région où elle vivait. Sa famille, elle aussi, avait une certaine réputation car c'était une famille qui était plutôt aisée. Dans la nuit du 25 décembre 1996, alors que la petite fille n'était âgée que de 6 ans, elle a disparu. Tout le monde s'est mis immédiatement à sa recherche. Et au cours de cette recherche, il n'y a qu'une seule chose qui a été trouvée. Une note qui signalait qu'une rançon était demandée en échange de la libération de la petite fille. Le montant, 118 000 $. Une somme que la famille de John Bennett pouvait donner. Ils avaient assez d'argent pour pouvoir payer cette fameuse rançon. Donc d'abord, on a pensé qu'on avait affaire ici à un simple enlèvement. Mais c'est le lendemain matin de la disparition de la petite fille que finalement cette affaire s'est avérée être plus glauque qu'elle n'y paraissait dans un premier temps. John Ramsey, le père de la petite fille, a retrouvé le corps de cette dernière dans la cave le lendemain matin de sa disparition. Une autopsie a été réalisée et les constats sont plutôt clairs. La petite fille avait subi une fracture au niveau du crâne mais avait été également étranglée. Une enquête a donc été lancée, une enquête qui s'est menée vers un résultat assez malheureux car on n'a jamais su réellement qui était l'auteur de l'atrocité commise sur la petite fille. Il y a eu des pistes, évidemment. La première, c'était une suspicion visant directement les parents de celle-ci. Les parents auraient assassiné John Bennett et auraient ensuite fait passer le tout pour une tentative d'enlèvement qui aurait mal tourné. Finalement, faute de preuves, cette théorie a été écartée. Mais il y en a eu une autre visant encore une fois la propre famille de la victime. On se dit, alors il y a deux hypothèses possibles, que c'est le frère de John Bennett qui aurait commis l'atrocité, car quand lui a été interrogé, il ne semblait pas vraiment attristé par la nouvelle, il semblait assez froid, sans émotion. Donc on a pensé à lui, ou alors on s'est dit que peut-être ce même frère était responsable, mais que les parents, voulant protéger leur enfant, ont décidé de maquiller la scène de crime pour faire croire à une tentative d'enlèvement. On a aussi pensé à d'autres personnes complètement extérieures à la famille, notamment à des prédateurs d'enfants. Des prédateurs d'enfants qui se seraient d'ailleurs intéressés aux petites filles qui participaient au concours de beauté pour les enfants. La police, lors de son enquête, s'est rendu compte que John Bennett Ramsey avait un admirateur, un adulte, qui lui envoyait des lettres, qui semblait s'intéresser de manière assez malsaine à celle-ci. Finalement, rien n'a pu montrer que cet individu était effectivement coupable de ce qu'il s'est passé, donc cette affaire, bien que beaucoup de personnes aient leur avis sur la question, est toujours non résolue. Dans ce nouveau témoignage, le second, je vais vous présenter ce qu'a raconté quelqu'un que nous appellerons Jerry.
Au moment où Jerry a partagé son témoignage, il explique que les événements qui l'ont marqué se sont passés le jour même. Il explique que sa grande sœur devait finir ses courses de Noël. Elle avait fait une liste de magasins qu'elle devait visiter et tous se trouvaient dans un centre commercial. Le rôle de Jerry était plutôt simple. Déjà, il explique que sa sœur était une jeune femme plutôt attirante, donc lui était présent un peu pour dissuader les personnes de venir lui parler alors qu'elle faisait tranquillement ses achats de Noël. Autre point, c'était pour donner un avis sur les différents cadeaux, concrètement apporter son aide. Jerry nous explique qu'il était amateur d'armes à feu. Toujours dans la légalité, il avait son permis de port d'armes et d'ailleurs il avait reçu plutôt récemment un nouvel étui pour une de ses armes de poing, un nouvel étui qu'il trouvait plutôt beau, donc il avait décidé de porter celui-ci à sa ceinture. Au moment des faits, Jerry et sa sœur avaient déjà visité quelques magasins de la fameuse liste qui avait été rédigée. À un moment donné, frères et sœurs sont entrés dans un des magasins tranquillement et ils étaient en train de regarder les t-shirts que proposait le fameux magasin. Dans le lot de cadeaux que la sœur de Jerry devait acheter, il y en avait un qui devait être pour Jerry, donc il était là aussi pour dire ce qu'il aimait, sauf que rien ne lui tapait dans l'œil, il n'avait pas de coup de cœur. Et c'est là qu'un homme est rentré dans le magasin. Environ 1m72, les cheveux courts, une barbe, il semblait avoir une quarantaine d'années et tout de suite, il a regardé les mêmes articles que regardaient Jerry et sa sœur. Il n'a pas fait un tour du magasin, il est directement allé vers eux. Et alors que tout le monde en soit vaqué à ses occupations, l'homme a commencé à entamer la conversation avec Jerry, à parler un peu de ce qu'il y avait dans le magasin et ensuite, il l'a regardé très fixement sans rien dire. Il ne regardait même plus les vêtements qui étaient à disposition. Jerry se dit d'abord que cet homme trouvait peut-être sa sœur attirante, ce n'était pas la première fois et ce ne serait probablement pas la dernière, donc il a laissé un peu les choses couler. Mais mettant un peu la sœur de Jerry mal à l'aise, ils ont décidé de s'éloigner de lui un petit peu. Sauf que cet homme, qui avait créé ce malaise, eh bien, n'a fait que l'augmenter en continuant de suivre Jerry et sa sœur. Jerry lui aussi commençait petit à petit à sentir non pas une angoisse mais un sentiment de gêne vis-à-vis de la situation. Et pour être sûr de maîtriser ce qu'il se passait, Jerry restait en alerte et a posé la main sur son holster où se trouvait d'ailleurs son arme de poing. La sœur de Jerry, elle, n'était plus mal à l'aise mais plutôt angoissée. Et cette angoisse ne faisant que grandir, finalement, frère et sœur décident de quitter le magasin. Et c'est sur le chemin vers la sortie que Jerry a entendu que l'homme qui avait créé cette situation l'interpellait. Il décide de faire d'abord comme si de rien n'était, mais l'homme était assez insistant. Donc Jerry s'est retourné vers lui et il s'est mis dans une position pour qu'on puisse voir qu'il avait une arme à feu à la ceinture. Il lui a dit quoi? Et l'homme a dit juste qu'il était content de l'avoir rencontré. Et quand il a dit ça, l'homme a tendu la main vers Jerry comme s'il voulait lui serrer la main. Jerry a dit non, ça va aller, et c'est là qu'il s'est fait insulter. Frère et sœur sont sortis du magasin et la sœur de Jerry était assez perturbée, elle ne comprenait pas vraiment ce qu'il s'était passé, Jerry ne lui avait pas dit grand chose, tout ce qu'il ressentait il le gardait pour lui jusqu'à présent, et il a beaucoup ruminé pendant la suite des visites de magasin, et en fait il se dit que cet homme, quand il voulait lui serrer la main, voulait peut-être l'immobiliser et lui jeter un truc au visage parce qu'il avait un gobelet avec une boisson, pour prendre peut-être son arme à feu, ou alors peut-être pour voler le sac à main de sa sœur. C'est ce que Jerry se dit. Pour nous, d'extérieur, ça peut nous sembler un peu gros. Est-ce que cet homme avait réellement des intentions malsaines? C'est possible, mais il y a peut-être eu aussi un énorme quiproquo. Peut-être qu'il y avait juste là un homme gênant et qui créait un malaise. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux qu'on se pose quelques questions, mais qu'il ne se soit rien passé de grave, plutôt que Jerry nous raconte une histoire beaucoup plus morbide mais tragique. Le soir du 23 décembre 2013, un homme, Gianni Belvedere, attendait patiemment sur le parking d'un magasin en étant au téléphone avec son cousin que sa petite amie finisse son service dans le magasin où elle travaillait. Il y avait encore un peu de monde, effectivement pas mal de monde qui venait faire des achats de dernière minute, sauf que cette préparation aux festivités de Noël a tourné au drame. Un homme a débarqué et s'est approché de la voiture de Gianni. Un homme du nom de Carlo Mercado, et sans dire quoi que ce soit, il a fait feu sur l'homme qui était au volant de sa voiture, et cette victime a perdu la vie sur le coup. Après cela, le tueur a pris le véhicule de sa victime, il est ensuite allé chez lui, il a fait le plein de la voiture sur le trajet, ensuite il est retourné sur le parking du magasin où il avait laissé sa moto qui était tombée en panne. Sur le parking, à ce moment-là, il y avait la petite amie de Gianni, mais également le frère de celui-ci
qu'ils le cherchaient, il était censé être là à attendre, et ils ont cru le voir quand la voiture est revenue sur le parking. Mais comme vous le savez maintenant, ce n'était pas lui qui était au volant. Ilona, la jeune femme, et Sal, le frère, en faisant la rencontre de celui qui avait tué la première victime, ont subi le même sort. Eux aussi, tous deux, ont perdu la vie. D'abord, quand les corps des deux victimes ont été retrouvés, on se dit que c'est peut-être Gianni qui est le responsable, car lui a complètement disparu. Mais finalement, c'est le 17 janvier 2014 que là son corps est retrouvé dans le coffre même de son véhicule. Finalement, l'auteur des crimes a pu être arrêté et lorsqu'il a été interrogé, pour la police, c'est l'incompréhension. Pourquoi a-t-il tué toutes ces personnes? Il ne les connaissait pas. Le jour où il les a tués, c'était la première fois où il les a vus. Et il ne s'est jamais justifié, il n'a jamais donné une quelconque raison pour qu'on puisse comprendre ce drame qu'il a commis. On se dit que c'est peut-être dû à une altercation idiote qui peut arriver quand on conduit, peut-être que Gianni lui a coupé la route à un moment donné, on pense à ce genre de choses, mais sans l'explication du coupable de ces crimes, rien ne peut être réellement validé. Dans ce nouveau témoignage, je vais vous présenter ce que partage Lisa. Lisa nous dit que tout prend place en 2019. Elle était en 2e année d'université et elle vivait dans une maison qui était située à peu près à 10 minutes à pied de son campus. Elle était en colocation avec 2 autres filles, mais qui n'étaient pas là pendant les faits car on est en période de fête, donc elles étaient chacune dans leur famille respective. Pour contextualiser un peu les choses, Lisa raconte qu'initialement, il y avait 4 jeunes filles dans le logement. Il y avait Lisa, les 2 filles qui sont parties dans leur famille pour Noël et une 4e fille qui elle était partie car elle avait des problèmes avec son petit ami. C'était un petit ami qui était extrêmement lourd, qui abusait énormément de l'hospitalité des jeunes filles, c'est-à-dire qu'il s'imposait pour rester constamment dans leur maison. Logiquement, les filles s'étaient mises d'accord sur le fait qu'il pouvait venir de temps en temps, mais ça s'est transformé en « il vient tout le temps ». Il y a eu à un moment donné un point où le problème a été à son paroxysme, c'est que cet individu a été violent envers sa petite amie, mais également violent verbalement envers Lisa et les autres colocataires. Donc n'en pouvant plus de cette situation, tout le monde, sauf celle qui avait le petit ami, se sont mises d'accord sur le fait que déjà cet homme ne devait plus jamais revenir, chose donc pour laquelle la petite amie n'était pas vraiment pour. Le propriétaire du logement en a été informé, et donc la petite amie qui avait ce copain problématique a dû partir. Nous sommes donc la veille de Noël. Lisa, travaillant dans le milieu de la santé, travaillait pendant cette période. Alors un soir, elle s'est préparée pour aller se coucher afin d'être en forme pour le lendemain. Elle a fait ce qu'elle avait l'habitude de faire, c'est-à-dire verrouiller les portes, verrouiller les fenêtres, éteindre les lumières, et ensuite elle est descendue dans sa chambre. Sa chambre, elle, se trouvait au sous-sol, assez original quand même, et elle s'est mise au lit et elle a commencé à scroller un petit peu sur son téléphone. Et c'est là, alors qu'elle était dans le silence complet, qu'elle a entendu un bruit venir de la cuisine. Ce bruit, elle l'a très bien entendu, c'était comme si des chaises étaient bougées. D'abord, elle se dit que c'est peut-être les voisins. Les voisins pouvaient être bruyants, les murs étaient assez fins, donc il y avait cette possibilité. Sauf que, rapidement, Lisa se rappelle qu'elle avait reçu un SMS un peu plus tôt dans la journée de ces mêmes voisins qui lui demandaient si elle pouvait récupérer un colis pendant qu'eux étaient absents, et donc impossible que ce soit eux. Après cette réflexion, le silence était revenu, donc Lisa n'y a pas repensé, mais après cela, autre chose s'est produit. La porte de sa chambre s'est lentement ouverte. Et là, elle ne sait pas vraiment pourquoi, mais elle a eu un flashback. Un flashback d'une institutrice quand elle était un peu plus jeune qui lui avait raconté qu'une fois, ce qu'elle avait fait quand elle avait été cambriolée, c'était de faire semblant de dormir pour éviter qu'on lui fasse du mal. Lisa se dit qu'elle pourrait faire ça, sauf que elle était sur son téléphone, donc le téléphone est allumé et sa lumière était clairement en train d'éclairer son visage. Donc Lisa est là, à regarder la porte, elle aperçoit une silhouette, un homme qui portait une casquette de baseball avec un pied dans sa chambre. Ça a duré peut-être 10 secondes, mais pour Lisa, ça semblait être beaucoup plus long que ça. Et au bout de cette dizaine de secondes, l'homme a retiré son pied et a refermé la porte. Lisa est en état de choc. Elle ne comprend déjà pas ce qu'il se passe, mais elle ne sait pas non plus quoi faire. Elle se dit qu'elle devrait peut-être appeler la police, mais elle ne veut pas inquiéter ses parents et elle sait que ses parents seront au courant si jamais elle le fait. Elle a aussi peur que l'individu soit encore là et qu'il l'entende appeler la police et donc qu'il revienne rapidement pour s'en prendre à elle. Donc ce qu'elle a fait plutôt, c'est envoyer un SMS à un garçon avec qui elle sortait à l'époque. Elle lui a dit « quelqu'un est rentré dans ma chambre et je sais pas qui c'est » et le garçon lui a dit tout de suite « appelle la police ». Et là, comprenant la gravité de la situation,
Lisa a appelé la police. La personne qu'elle a eue en ligne a été très compréhensive. Elle lui a demandé si elle se sentait capable d'aller déverrouiller la porte d'entrée une fois que la police serait arrivée. Lisa a dit que non, car elle se dit que peut-être l'individu était toujours là et pourrait s'en prendre à elle quand elle allait monter. Mais finalement, rassurée quand elle entend les sirènes de police, là Lisa est effectivement allée ouvrir la porte quand ils étaient vraiment devant celle-ci. Quand Lisa a ouvert, ils ont escorté la jeune fille dehors en sécurité et eux, les agents de police, se sont mis à faire le tour du domicile. À l'intérieur, personne n'était là. Rien non plus a été volé et la seule chose qui a été remarquée, c'est que la porte arrière était déverrouillée. Il n'y avait pas de signe de défraction, donc c'était comme si quelqu'un avait les clés. La police est donc repartie. Le petit ami de Lisa est venu la rejoindre, il a essayé de la rassurer. Bien sûr, Lisa est devenue assez paranoïaque, elle regardait chaque coin de la maison, si toutes les portes étaient fermées, etc. Et le lendemain des événements, elle a informé le propriétaire de ce qu'il s'était passé. Un changement de serrure a été demandé, mais le propriétaire a refusé. C'est quoi un peu d'argent pour changer les serrures contre la sécurité des locataires? Depuis, la paranoïa de Lisa ne s'est pas vraiment diminuée, si on peut dire ça comme ça. Elle a acheté un chien pour se sentir moins seule, pour gérer son anxiété. Elle a aussi acheté une sonnette caméra et elle n'a jamais vraiment su donc qui était cette fameuse personne. Elle a bien sûr une théorie, peut-être que vous-même ça vous est venu en tête, c'est que cette fameuse personne qui est venue dans la chambre de notre ami, eh bien c'était le fameux petit copain qui avait été violent. Elle se dit que vu que lui, quand il venait, vivait quasiment dans la maison, contre le gré des locataires bien sûr, il avait peut-être fait à un moment donné un double des clés. Mais pourquoi il est venu? Parce qu'il n'a rien fait à Lisa et heureusement il n'a rien volé. Si c'était quelqu'un qu'elle ne connaissait pas par contre, pareil, il n'a rien volé. Pourquoi il est juste rentré dans la maison? C'est un mystère qui reste dans la tête de Lisa, un mystère auquel elle n'aura probablement jamais de réponse. Dans cette petite histoire true crime, je vais vous parler d'une histoire courte de vengeance qui a pris place à Noël. Pour le comté de Los Angeles et toute une famille, un homme, Bruce Pardo, a transformé l'image du Père Noël. Alors qu'il était vêtu du costume de ce fameux Père Noël, symbole de cadeaux, de joie, de festivité, il s'est rendu au domicile de son ex-compagne Sylvia Ortega. Mais il ne s'y est pas rendu pour apporter des cadeaux, il y est allé avec tout un arsenal, des armes à feu mais également un lance-flamme artisanal, et sur place il a fait un véritable carnage. À l'aide des armes à feu, il a abattu les parents de son ex-compagne et ensuite il a mis le feu au domicile par l'intermédiaire de son lance-flamme. Au total, c'est 9 victimes qui ont été comptabilisées au cours de cette fameuse soirée de Noël. Des victimes qui ont perdu la vie suite à l'attaque de Bruce Pardo ou alors au cours de l'incendie qu'il a lui-même déclenché. Et dans ces victimes, il y avait son ex-femme, la personne qui était visée initialement par sa vengeance. Cet homme n'a jamais été arrêté car il a décidé de mettre fin à ses jours chez son frère avant que la police ne puisse lui mettre la main dessus. Dans ce nouveau témoignage, je vais vous partager ce qu'a raconté Sarah. Sarah nous dit qu'au moment des faits, elle était âgée de 16 ans et elle vivait avec sa famille, son père, sa mère et ses 2 sœurs plus jeunes qu'elle, l'une âgée de 13 et l'autre de 11 ans. Un soir, pendant les vacances de Noël, aux alentours des 23h30, toutes les filles étaient dans la chambre de leur maman. Elles parlaient ensemble avec leur maman jusqu'au moment où elles se sont toutes dit bonne nuit. Mais avant d'aller au lit, la maman a demandé si ces filles pouvaient aller lui chercher une bouteille d'eau. Une demande toute simple, mais dans la vie de Sarah, c'était autre chose. Elle nous explique, pour contextualiser un petit peu, que son papa avait pour habitude de boire de l'eau, comme tout le monde, sauf que lui avait une manière de le faire assez agaçante. Il pouvait prendre une bouteille, boire 2 gorgées, et quand il voulait boire de nouveau plus tard, il ne prenait pas une bouteille entamée, il en ouvrait encore une autre. Et ça justement, c'est ce qui agaçait la maman de Sarah. Alors ce qu'elle faisait, pour éviter que son mari ne fasse ce genre de choses, c'est qu'elle gardait toutes les bouteilles d'eau dans son camion. Alors pour aller chercher une bouteille d'eau, il fallait sortir de la maison. C'est donc la sœur de 13 ans et Sarah qui se collent à cette demande. Sarah prend les clés de la voiture et elle va dehors. Sarah sort, il fait froid, elle se dirige vers le portail de la maison, elle fait signe à sa sœur de venir, mais sa sœur n'a pas très envie car il fait un peu trop froid dehors. Sarah se dit que ce n'est pas un problème, donc elle va dans l'allée toute seule, joyeusement, elle ne se doute pas de ce qu'il va se passer, et c'est là, alors qu'elle se rend vers le véhicule de sa maman, qu'elle aperçoit au loin une silhouette sombre. Bon, au début, pas d'inquiétude,
Sarah se dit que c'est probablement quelqu'un qui est là et qui traverse la rue. Elle arrive donc au véhicule, elle prend une bouteille d'eau, mais elle remarque que l'individu qu'elle avait vu un peu plus tôt est toujours là et en plus de ça complètement immobile. Sarah continue ce qu'elle est en train de faire, elle ferme la voiture et ça fait un bruit. Et suite à ce bruit, l'homme qui était au milieu de la rue jette son regard sur la jeune fille. Ça, pour une jeune fille, ça peut faire peur, et ça a été le cas pour Sarah, donc elle s'est ensuite précipitée jusqu'à chez elle, elle a fermé le portail, elle est rentrée chez elle, elle a fermé la porte d'entrée, elle en a parlé en apportant la bouteille à sa mère, et juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème, la maman demande au père d'aller voir ce qu'il en est. C'est une sortie qui aurait dû prendre même pas 5 minutes, c'est 1 heure plus tard que le papa est rentré, et de ce qu'il a raconté, la fameuse personne qui avait vu ça était toujours dans l'allée. Et cette personne n'est partie que quand son père lui a demandé de partir. On avance un peu dans le temps. 2 jours plus tard, la grand-mère de Sarah lui a demandé un petit service, apporter de l'argent pour rembourser un des voisins. À ce moment-là, Sarah était presque en pyjama, en pantoufles, donc elle n'était clairement pas en tenue pour sortir, alors elle a demandé à ses sœurs de la remplacer dans cette demande. Les sœurs acceptent, mais étant un peu angoissées, demandent à Sarah de les surveiller en se mettant au niveau de la porte d'entrée. Le voisin habitait en face, donc Sarah n'a pas vu ici le moindre problème. Elle voit donc ses sœurs se rendre chez le voisin, frapper à la porte mais il n'y a pas de réponse. Et c'est là que Sarah, jetant un petit coup d'œil dans la rue, remarque que l'homme qu'elle avait vu pendant la nuit, celui qui se tenait immobile, était encore là et cette fois-ci, il remontait la rue. Sarah a tout de suite senti une angoisse s'installer en elle. Elle avait un mauvais pressentiment, donc elle espérait que le voisin allait rapidement ouvrir la porte. L'homme, lui, avançait, il se rapprochait de plus en plus de ses sœurs, mais finalement, le voisin a ouvert la porte quand l'individu étrange était à 2 maisons à peine des jeunes filles. Après avoir rendu l'argent, les 2 sœurs ont commencé à revenir vers leur domicile. Sarah les surveillait et c'est là que l'homme au milieu de la rue s'est mis à rire, mais d'un rire absolument pas naturel. Ce rire a fait peur aux sœurs de Sarah qui se sont précipitées pour rentrer et voyant que les jeunes filles ont accéléré le pas, cet homme en fait de même. Les jeunes filles arrivent à se mettre en sécurité, l'homme les a suivis du regard et c'est là qu'il aperçoit Sarah. Et il semble la reconnaître. Il la regarde sans cligner des yeux et il se mord la lèvre. Après quoi, il repart en sifflotant une mélodie de ce que décrit Sarah plutôt effrayante. L'homme reprend son chemin, mais il ne part pas ailleurs. Il continue de suivre les sœurs de Sarah et c'est comme s'il voulait rentrer dans l'allée directement du domicile de Sarah et de ses sœurs. Il a un sourire sur son visage, très malsain. C'est là que le père lui sort du domicile et l'homme le voit directement. Il s'arrête et il dit à Sarah qui peut l'entendre « Tu as eu de la chance cette fois-ci ». Après ça, l'homme est reparti en sifflotant toujours la même mélodie. Sarah, là, est complètement apeurée, tellement apeurée qu'elle en pleure. À quoi elle a échappé, elle l'ignore, mais elle parle de tout cela à son père. Son père est extrêmement furieux. Qui est cet homme qui s'amuse à effrayer son enfant? Il a à plusieurs reprises fait des tours de quartier pour essayer de le retrouver, mais à chaque fois sans succès. Mais le même jour, le soir même d'ailleurs, l'homme est revenu. Le père l'a confronté, il a demandé ce qu'il voulait, et cet individu n'a fait que lui sourire, et il est reparti. La police a été contactée pour signaler cet individu très étrange. Donc, une patrouille a été envoyée sur place, mais à ce moment-là, l'homme était déjà parti loin. Le lendemain, Sarah s'est réveillée et elle a vu devant chez elle qu'il y avait bon nombre de voitures de police, environ 5, qui étaient garées devant la maison d'un de ses voisins. Le papa, qui était très ami avec les voisins, a voulu demander ce qu'il se passait et 1 heure après, la police a toqué chez Sarah. Il y avait eu un problème, un énorme problème, avec l'individu qu'elle avait aperçu plusieurs fois. Il se trouve que cet individu s'était introduit chez le voisin où il y avait toutes les voitures de police et il avait essayé de kidnapper sa fille de 10 ans. Voyant qu'elle ne se laissait pas faire, il a essayé sur place d'abuser d'elle. Le voisin, alerté par les cris, s'est rendu directement dans la chambre de sa fille et il a attaqué l'homme qui s'en prenait à elle pour la défendre. L'homme, sous les coups du père enragé, a perdu connaissance et ensuite la police a été appelée. Après l'avoir interrogé, l'homme a fait des révélations. Tous les tours dans le quartier qu'il avait fait n'étaient en fait que du repérage. Il cherchait une victime et il en avait choisi 2 entre lesquelles il hésitait. La fille de 10 ans qui a bel et bien été victime et l'autre, c'était Sarah. Cet homme était enregistré dans une liste de prédateurs d'enfants et il a avoué avoir suivi plusieurs fois Sarah
quand elle rentrait de l'école, mais qu'il n'avait jamais rien fait, bien qu'il le voulait, car elle était toujours entourée, elle n'était jamais seule. En parlant d'elle, il faisait des commentaires absolument affreux. Il disait qu'il la trouvait sexy et qu'il s'était dit aussi que probablement, si jamais il s'en prenait à elle, elle se défendrait. Alors, il s'était dit que peut-être il allait s'en prendre à la plus jeune des sœurs de Sarah car elle lui ressemblait et qu'il était pour lui beaucoup moins probable qu'elle puisse se défendre face à ses tentatives d'abus. C'est une histoire horrible, on ne peut être que satisfait que ce prédateur d'enfants complètement abominable ait été mis hors d'état de nuire. Un adolescent de 15 ans, originaire de Paris, Christy Bamu, s'est rendu pour aller voir sa sœur, Magali, pour ce qui devait être des fêtes de Noël plutôt réjouissantes, mais les festivités ont pris une tournure absolument dramatique. Cette fameuse sœur, Magali, avait un compagnon, un certain Eric. Et ce fameux Eric croyait en la sorcellerie. Et il voyait en Christy quelqu'un qui était comme possédé par des démons. Et pour exorciser le jeune adolescent de 15 ans, il lui a fait subir les pires tortures. Des tortures à l'aide de couteaux, de burins, de marteaux, de pinces, et tout ça sous les yeux de la sœur de Christy qui, elle, ne bougeait pas le petit doigt. Ces tortures ont pris fin quand Christy a perdu la vie. Le jour de Noël, Eric l'a noyé dans une baignoire. Heureusement, les tortionnaires du jeune homme ont été condamnés à la prison à vie. Mais ce qui est absolument fou dans cette histoire, c'est que sa sœur, Magali, qui observait tout ce qui est arrivé à son petit frère, ne croyait pas du tout dans la spiritualité. Et jamais elle ne s'est dit qu'elle allait apporter son aide à ce jeune garçon qui en avait cruellement besoin. Dans ce nouveau témoignage, je vais vous partager ce qu'a raconté Rachel. Rachel nous dit qu'elle avait un péché mignon, c'était la poésie. Et donc elle participait à des sortes de compétitions de poésie, des scènes ouvertes où des gens pouvaient exprimer leur poésie. Et rapidement, Rachel a fait le tour de ce qui a été proposé dans sa ville. Donc elle a décidé de voir un petit peu ce qu'il y avait ailleurs. Il y avait des équipes de poésie, etc. Et donc elle a même été amenée à se rendre dans la ville de Charlotte, où elle a intégré l'équipe locale pour justement expérimenter. L'équipe de Charlotte était une petite troupe qui avait pour habitude de participer aussi à des compétitions nationales, donc c'était tout ce qui intéressait Rachel. Elle admet qu'elle s'en sortait plutôt bien, donc elle a été acceptée plutôt facilement, rapidement intégrée. Et donc, avec cette troupe qui allait un peu de ville en ville, elle a eu l'occasion de voir beaucoup de monde et beaucoup d'endroits. Notamment un endroit qui était très populaire, donc très fréquenté. Et c'est là qu'elle a rencontré quelqu'un. Un jeune homme qui travaillait au bar de l'endroit extrêmement fréquenté. De temps en temps, ça lui arrivait de monter sur scène pour partager ses poèmes à lui, qui selon ce que dit Rachel n'étaient pas fous, assez médiocres, ce sont ses termes, mais généralement ça ne posait pas vraiment de problème parce que ce gars-là était plutôt apprécié par tout le monde, il était le frère de l'animateur principal qui animait les fameux concours de poésie, et petit à petit, à force de venir dans ce bar, Rachel et cet individu ont commencé à parler, et lui a même commencé à flirter avec elle. Et elle ne sait pas pour le moment pourquoi, mais à cette époque-là, Rachel nous dit qu'elle était un peu fleur bleue, une amoureuse de l'amour, donc elle cherchait le grand amour, et bien que cet homme ne semblait pas avoir sincèrement de défaut, il y a quelque chose qui faisait qu'il y avait de la distance. Rachel ne se jetait pas à corps perdu vers ce jeune homme, qui lui semblait très attiré par elle. Elle prenait des verres avec lui, ils allaient fumer ensemble, ils parlaient beaucoup ensemble. Et à un moment donné, la vie continuant, Rachel a déménagé. Elle a déménagé dans la ville de Denver. Pour des raisons professionnelles, elle avait décroché un emploi d'enseignante en poésie, donc vraiment l'emploi parfait pour elle, elle ne pouvait pas refuser cette opportunité. Et c'est le deuxième Noël qu'elle a passé sur place que là, elle a reçu un appel d'une de ses amies du moment où elle se trouvait à Charlotte. Et elle lui a dit quelque chose. Elle a dit que le fameux barman avait rencontré une fille et s'était marié. Au début, tout se passait bien, mais petit à petit, les choses ont commencé à dégénérer. Il y avait des disputes qui éclataient, même pendant les fameux événements de poésie dans le bar. Et un peu plus tard, après de nombreuses disputes, la femme du barman ne venait plus aux événements. Lui expliquait ça en disant qu'il faisait une pause, mais il se trouve que la réalité était assez différente. Les gens commençaient à poser des questions, parce que au-delà du fait que cette femme ne venait plus au bar pendant les fameuses soirées, elle ne donnait en fait plus de nouvelles à personne. Et donc, ses propres parents ont commencé aussi à se poser des questions. Ils ont demandé au barman ce qu'il en était, lui répondait que tout allait bien, et ça a duré un petit moment jusqu'au jour où la fille en question
qui ne donnait plus de signes de vie, ne s'est pas présenté aux fêtes de Noël, chose qui était impossible. Alors, là, extrême mesure mise en place. La police est contactée pour qu'ils aillent checker et voir s'il y a un problème. La police est donc allée sur place, ils ont toqué à la porte, le barman leur a ouvert et ils ont demandé où se trouvait sa fameuse femme. Il a dit qu'elle était dans la chambre, les policiers y sont allés et elle y était bel et bien, mais pas en vie. En fait, elle avait perdu la vie et elle était dans le lit depuis des semaines et elle avait commencé déjà à se décomposer. Pour répondre à la question que vous vous posez peut-être, oui, le barman lui a ôté la vie, mais pas que. Il a aussi ôté la vie du petit chien qu'elle possédait. Et pendant tout le temps où il y avait le cadavre du chien et de sa femme dans la maison, lui, il continuait de vivre sa vie et aller aux soirées de poésie dans le bar tranquillement. Autre chose très glauque, c'est que ce barman avait une fille issue d'une précédente relation. Et peut-être que vous voyez un petit peu ce que je vais dire, mais ça peut arriver que par exemple, dans une famille, quelqu'un passe Noël le 24 dans sa famille et le lendemain, le 25, dans la famille de sa compagne ou de son meilleur pote, enfin peu importe. Mais certains splitent un peu justement les fêtes de Noël pour pouvoir passer du temps avec chaque personne. La fille faisait ça. Elle passait le soir du 24 chez sa mère et le 25 elle allait chez le barman qui était son père. Et donc elle a mangé un repas de Noël, regardé des films de Noël alors qu'il y avait le corps de la femme du barman qui était en train de se décomposer à côté. Imaginez un peu la chose. Et Rachel, dans cette histoire, elle se dit qu'en fait, elle a eu énormément de chance et qu'elle a toujours très bien fait de refuser de sortir avec cet individu car pour elle, il est possible, fortement, qu'elle aurait pu se retrouver dans la même situation que cette femme qui a perdu la vie. Elle se dit que si elle avait accepté de fréquenter cet individu, il est possible qu'à la place de cette femme qu'elle ne connaissait pas, eh bien ce serait elle. Dans ce dernier témoignage, je vais vous partager ce que nous raconte Hélène. Hélène nous dit que tout s'est passé quand elle était âgée d'une douzaine d'années. Et pour avoir un peu une idée de comment elle était à cette époque-là, elle nous dit qu'elle était blonde, aux yeux bleus, le teint très pâle. Elle avait un physique concrètement qui dénotait. Clairement, on l'a remarqué parmi les autres petites filles. Quand elle était jeune, donc un peu avant son adolescence, sa grande sœur, elle, qui était plus vieille qu'elle de 8 ans, donc qui avait à ce moment-là à peu près une vingtaine d'années, elle était à l'armée. Elle avait été absente pendant un long moment et elle pouvait donc revenir à l'occasion des fêtes de Noël. Ça faisait quasiment des années que la sœur d'Hélène n'avait pas vu sa famille, alors la famille, pour pouvoir passer un maximum de temps avec cette dernière, ont décidé de voyager jusqu'au Kentucky, là où il y avait la base où devait séjourner la fameuse sœur pour justement maximiser le temps passé ensemble. Ils ont fêté Noël, ils sont allés au restaurant, ouvert les cadeaux, et à un moment donné, la petite famille a décidé de visiter un centre commercial qui se trouvait non loin de l'hôtel où tout le monde résidait. Nous étions le dernier soir passé en famille. Tout le monde était au centre commercial et l'atmosphère était assez étrange. Il ne restait pas beaucoup de temps avant la fermeture, donc ce sentiment étrange était expliqué par le fait qu'on voyait des gens se presser pour faire des achats de dernière minute, ce genre de choses. La famille, elle, fait des allers-retours dans les magasins et à un moment donné, tout le monde se dirige vers le dernier magasin de l'allée du centre commercial. Du haut de ses 12 ans, elle n'était pas vraiment fan du shopping, donc elle faisait des allers-retours entre l'extérieur et l'intérieur. À l'extérieur, il y avait son père, à l'intérieur, il y avait sa sœur et sa mère qui regardaient les vêtements. Et à un moment donné, un homme assez grand, avec une moustache, les cheveux courts, s'est fait remarquer parce qu'il suivait beaucoup la famille et leur demandait à chaque fois, un peu comme s'il était employé de la boutique alors que ce n'était pas le cas, qu'est-ce que vous cherchez, est-ce que je peux vous aider, vous avez besoin de quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui agaçait énormément la sœur et la mère d'Hélène. Donc, elles ont décidé de mettre fin rapidement à leur visite du magasin, elles sont sorties et elles ont jeté un regard au père de famille disant on s'en va maintenant. Le père, lui, s'est levé de l'endroit où il était assis, une petite zone où on pouvait s'asseoir, et en se levant, l'homme avec la moustache est sorti du magasin, et bien que mère et sœur, elles, étaient déjà un peu parties, l'homme a attrapé le bras du père et lui a dit quelque chose. Elle était pas encore éloignée de son père, donc elle pouvait entendre ce qui était dit, et elle a entendu l'homme dire à son père combien pour la petite. Le père de famille est confus, il a un rire nerveux, il ne s'attendait probablement pas à ce qu'on lui demande ce genre de choses, et il y a la mère d'Hélène et sa sœur qui sont un peu plus loin et qui appellent le père en disant viens. Le père commence à repartir, mais l'homme continue de lui saisir le bras et le tire vers lui, et en fait l'homme dit qu'il veut acheter Hélène. C'est là que le père d'Hélène comprend qu'en fait cet homme, il est vraiment sérieux dans ce qu'il demande. Donc tout de suite, il s'énerve. Il lui dit, on ne fait pas ça ici. Il enlève l'emprise que l'homme avait sur son bras, il attrape Hélène et il se dirige précipitamment vers sa femme et la sœur d'Hélène. Ensemble, ils sortent du centre commercial et c'est une fois arrivé à la voiture que là, il dit aux autres qui n'ont pas entendu la proposition indécente
que cet homme lui a fait. Évidemment, la sœur qui était alarmée et qui était clairement en mesure de se défendre, elle n'était pas contente du tout. Elle aurait bien aimé apprendre les bonnes manières à ces individus, mais heureusement, c'est tout ce qu'il s'est passé. Une rencontre avec ce qui semble être un prédateur d'enfants. Comment je réagirais personnellement si un homme me demandait combien je vends ma fille? Alors je n'ai pas de fille, mais je pense probablement que je lui dirais 1 million. C'est pas vrai, rassurez-vous, j'en demanderai au moins 10. Ça va, on se calme. Bien sûr que je la vendrai pas. Je suis curieux de savoir, vous, tellement cette proposition, elle sort de nulle part et on n'imagine absolument pas quand quelqu'un vient nous aborder et qu'il va nous demander ce genre de choses. Vous, comment vous auriez réagi si on vous posait cette question et que vous aviez des enfants, bien sûr? Est-ce que vous seriez plutôt du genre à fuir, à partir en laissant le mec en plan? Est-ce que vous seriez plutôt du genre à répondre, à essayer de désamorcer la situation peut-être? Dites-moi ça, je suis curieux de savoir comment vous feriez. Et voilà les amis, on en a fini pour ces 10 histoires qui concernent Noël, qui sont liées à Noël d'une manière ou d'une autre. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez me partager votre histoire, ça se passe sur Instagram, AkenTV, que je vous ai fait juste ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël et je renvoie plein de courage à ceux qui malheureusement se retrouvent seuls pour cette période. Vous avez tout mon soutien. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!